Pour cette première session de l'après-midi, nous allons un petit peu déplacer la focale vers les politiques publiques, culturelles et patrimoniales, en réfléchissant avec nos deux intervenantes, Maïva Pimo, qui est en visio, et Isabelle Santis à mes côtés, aux conditions nécessaires à la patrimonialisation des expressions culturelles et de la mémoire des communautés LGBTQIA+. Il s'agira également d'envisager les conséquences sur la construction de cette mémoire et sa constitution en patrimoine quand ces conditions ne sont pas réunies. Maëva Pimo est doctorante à l'Université de Vienne et diplômée en gestion du patrimoine de l'Université Senghor à Alexandrie. Elle est engagée dans la préservation et la sauvegarde du patrimoine culturel africain et s'intéresse notamment aux questions d'inclusivité dans les musées en Afrique en mettant l'accent sur les archives et objets des minorités sexuelles et de genre. Sa présentation prolongera les discussions engagées ce matin en abordant des notions comme celle de résilience patrimoniale et en interrogeant les conséquences d'une migration de la mémoire. L'intervention d'Isabelle Santis nous rapprochera cette fois des institutions culturelles. Elle proposera un retour d'expérience sur des actions de coopération en consentement éclairé, je réemploie vos mots, entre actrices associatifs et institutions patrimoniales. Isabelle Santis est chef de projet culturel dans la fonction publique territoriale et art activiste pour les droits des femmes et des personnes LGBTQI. Cofondatrice du collectif Queer Code et de la fabrique Art Thérapie, elle est également formatrice sur les enjeux de mobilisation et de participation des habitantes. À ces différents titres, elle coopère avec des institutions culturelles dans toute l'Europe pour animer des projets artistiques et culturels collaboratifs. Elle a notamment fait partie du comité de suivi de l'exposition VIH-Sida, l'épidémie n'est pas finie du MUSEM et participe au Hameau du Palais de Tokyo, un comité d'orientation dédié à l'éducation, la médiation et l'inclusion par l'art. Depuis 2019, elle contribue avec la ville de Genève au mois de l'histoire LGBTQI et a notamment proposé de queeriser les collections du musée d'art et d'histoire de Genève avec les lesbiennes genevoises et leurs amis. Maïva Pimo, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce qu'on vous entend bien ? Moi, je vous entends très bien, merci. On vous entend très bien aussi. Je vous laisse donc super. La parole et je défile le diapo. D'accord, merci beaucoup. Donc, merci déjà aux élèves conservateurs pour l'opportunité, mais aussi d'avoir tenu à ce que je participe malgré les aléas liés à la distance et mon absence sur le site. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, en Afrique subsaharienne, la lutte pour la reconnaissance des droits des minorités, sexuelles s'accompagne par la fabrique de nombreux documents et objets. Cette production, encore appelée archives fragilisées ou contestées par l'auteur et anthropologue Noura Banaroche-Orsoni, dans son article publié en 2018, sorti des archives du placard, est susceptible de révéler les pans de l'histoire des minorités sexuelles en Afrique subsaharienne. Ainsi, il est question dans cette communication de déterminer qui sont les détenteurs de ces archives et objets, où se trouvent-ils, qui les conservent et dans quelles conditions. Leur patrimonialisation est-elle prise en compte dans l'élaboration des politiques publiques ou privées. Pour ce faire, nous présenterons tour à tour l'état des lieux, les enjeux et les perspectives qui se dessinent autour de ce sujet. Cette communication sera inscrite dans une perspective métier située et comparative partant des terrains suivants, le Bénin, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Mais nous allons plus insister pour le moment sur le Cameroun, car actuellement, c'est que nous sommes. Diapo suivante. Donc, je suis Maëva Pimo, de nationalité camerounaise. Cela fait juste quelques mois maintenant que je travaille sur la question de l'inclusion dans les musées en Afrique. L'exemple des minorités sexuelles. Et comme l'a dit Anna, je suis doctorante à l'Université de Vienne. Aujourd'hui, je voudrais évoquer le sujet de la patrimonialisation des archives des communautés qui est en Afrique subsaharienne. Diapo suivant, s'il vous plaît. Le plan de cette communication est le suivant. Ok, c'est pas grave, je vais faire sans slide alors. En premier lieu, je vais présenter l'état des lieux de la question des archives et communauté queer en Afrique. Ensuite, les enjeux d'une idée de patrimonialisation de la communauté queer en Afrique et enfin les perspectives. D'accord, merci. Apparemment, le diapo est disponible pour la salle de conférence. Super. Ok, diapo suivante. Traiter des questions de la sexualité et plus encore des minorités reste une question très
difficile et sensible dans mon contexte. Je vais prendre une fois, il y a quelques mois encore, j'ai juste liké un post qui parlait des communautés queer, en l'occurrence des LGBT, et j'ai tout fait de recevoir plein de messages sur WhatsApp qui me demandaient si je fais déjà partie de ces gens-là. Il faut dire que dans notre contexte, on fait l'effort de ne pas utiliser le vocabulaire adéquat pour parler de la communauté LGBT. On utilise un vocabulaire particulier et la plupart du temps chosifiant pour présenter la communauté LGBT. Comme premier point, nous allons présenter l'état des lieux. À l'heure où les études sur la sexualité liées au rejet sont bien avancées dans d'autres contextes, la question relève encore de l'ordre du tabou et de l'interdit en Afrique, voire même de la sorcellerie ou de ce que certains appellent la métaphysique ou le surnaturel. Vous allez voir sur le premier élément, j'ai écrit on ne parle pas de ça ici parce qu'en public, c'est très difficile d'aborder la question des LGBT. Il y a beaucoup de répression, du coup, on s'évite un peu. En RDC, par exemple, République démocratique du Congo, à l'occurrence, Jérémy Safari de l'association Rainbow Sunrise Mapambazuko à Bukavu, une ville de la RDC, disait lors d'une interview sur la vie difficile des personnes transgenres qu'on associait les personnes trans au satanisme. Au Cameroun, par exemple, traiter un individu d'homosexuel fait partie de ce qu'on peut appeler des pires insultes. Comme je l'ai tantôt dit, il y a un vocabulaire saucissant. J'ai mis là dans la diapo quelques injures et mépris adressés le plus souvent aux personnes qui ont de la communauté LGBT. Je n'ai pas envie de les lire ici de peur de heurter certaines sensibilités. Là, par exemple, ici, j'ai utilisé le mot double signe. Comme je l'ai dit, on a un vocabulaire spécifique pour parler de la communauté LGBT. Il y a plein de mots. Il y a les thèmes comme homo. On ne veut pas dire homosexuel, on va dire par exemple homo, sachant que dans homo, plusieurs autres thèmes peuvent découler comme homo sapiens, etc. Comme d'autres mots pour parler de la communauté LGBT, on va utiliser des thèmes comme ndepso pour parler des homosexuels, lélé pour parler des lesbiennes, tchélé, voilà. Donc, actuellement, le thème le plus en vogue, c'est le thème bilingue. On dit il fait partie du bilinguisme, il fait la promotion du bilinguisme quand on veut parler de quelqu'un qui fait partie aujourd'hui de la communauté LGBT. Donc, on remarque également une réelle réticence à aborder le sujet, et ce même dans les musées. Or, selon la nouvelle définition du musée par l'ICOM, ils sont censés être des lieux inclusifs et de tolérance. Il faut rappeler que dans les musées africains, la patrimonialisation est très souvent traitée sous l'angle des patrimoines naturels, matériels et immatériels des communautés dites traditionnelles. Jusqu'à présent, on parle de décoloniser les musées, mais les actions menées concernent le rapport à l'Occident et à son passé colonial. Il se pose alors la question du rapport au musée et patrimoine en Afrique, car on ne peut pas tout réduire au passé colonial et aux restitutions d'objets culturels. Ainsi, dans une vision plus lointaine, il sera question de proposer une voie alternative en abordant la décolonisation dans les musées sous l'angle de la place qu'on y accorde aux minorités sexuelles. C'est ce que nous appelons provisoirement la décolonisation du dédain. Le sujet des queers en Afrique est devenu aujourd'hui l'éléphant de la pièce, l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire un élément très important et tellement déterminant que beaucoup préfèrent l'ignorer, ne pas en parler ou alors de façon marginale, comme le dit Daniel Garrett. Il faut également noter que dans ce travail, nous préférons le thème communauté au thème minorité. Diapo suivant, s'il vous plaît. Avec l'avènement des réseaux sociaux, plusieurs associations de lutte et de défense des droits des communautés LGBTQIA+ ont vu le jour et se sont installées en Afrique. C'est ainsi que des voix se sont levées au cours des dernières décennies pour revendiquer le droit des communautés sexuelles. La lutte LGBTQ contre LGBTQ-phobistes ou anti-LGBT, à l'occurrence les pouvoirs publics, a généré une pléthore de documents disparates et invisibilisés, pourtant susceptibles de révéler des pans importants de l'histoire sociale des communautés sexuelles en Afrique subsaharienne. On peut noter par exemple, en juin 2023, la visite annoncée et annulée de l'ambassadeur français des droits des personnes LGBT+, qui a suscité le soulèvement de l'opinion nationale. Des documents tels que des notes verbales, des lettres d'information étaient adressés à l'ambassadeur de France au Cameroun pour contester cette visite et toutes les activités prévues à cet effet. Des débats télévisés, des affiches de journaux, des éléments audiovisuels ont été produits et publiés.
Les réseaux sociaux ont été utilisés comme moyen de propagande à grande échelle pour accompagner cette action du gouvernement camerounais. Comme je l'ai montré sur la diapo, on a là, c'est vrai que c'est un peu flou, désolé, la note verbale qui avait été adressée à l'ambassadeur ainsi que la lettre d'information. À la fin, on a une affiche, ça c'est l'affiche qui a le plus circulé sur les réseaux sociaux et se retrouvait sur WhatsApp, presque sur toutes les plateformes. Non à la promotion LGBT au Cameroun. Berton reste sur toi, c'est le nom de l'ambassadeur des personnes LGBT en France. Donc, également, toujours en juin 2023, diapo suivant, s'il vous plaît. Voilà, on a là, ça c'est un communiqué de la Commission nationale de communication qui interdisait en fait Canal Plus de, d'afficher, de mettre des programmes télé où apparaissait tout ce qui était en lien avec la communauté queer. On a un deuxième lieu, toujours comme c'est une affiche qui va dans le même sens que ce que j'ai dit tout à l'heure. Et comme je l'ai dit encore tout à l'heure, on a une façon, on, on a une façon chosifiante de présenter tout ce qui est en lien avec la communauté LGBT. Comme on a ça, cette pancarte, on dit cette chose est interdite par la loi. Vous voyez ici comment on chosifie en fait tout ce qui est en lien avec la communauté LGBT. Diapo suivante, s'il vous plaît. Comme je le disais, diapo suivante, merci. Toujours en juin 2023, la distribution des sacs aux couleurs LGBTQIA à l'occasion du Mani Week à Lubumbashi au Congo a suscité la colère des activistes et personnes des médias congolais sur les plateformes X, Twitter et Facebook. Donc, on a là, voilà, la première image, c'est le sac en question qui a suscité de la colère. Et là, en deuxième image, on a un activiste qui déchire le sac. Et enfin, on a Maïva, on vous entend plus. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Ok, merci. Excusez-moi, je crois qu'il y a eu un petit souci de connexion. Pas de Je sais souci. pas trop. On vous entend Ok, bien. merci. D'accord, merci beaucoup. Comme je le disais, il y a eu, j'ai montré des sacs. Ensuite, il y a eu l'affiche, une affiche qui a été, voilà, toujours postée sur les réseaux sociaux pour contrecarrer l'action en lien avec ces sacs. En juin 2021, en février 2023, des polémiques similaires avaient déjà été suscitées. En effet, des drapeaux aux couleurs LGBTQ avaient été hissés dans les représentations diplomatiques occidentales. Tous ces exemples de production, qu'elles soient publiques ou privées, constituent des éléments susceptibles d'être patrimonialisés. Pourraient-elles avoir leur place dans les musées africains de demain? On va attendre la reconnexion.
Excusez-moi, je sais pas. Je crois qu'avec la pluie qu'il y a eu, la connexion dira. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour essayer de vite terminer, en espérant ne plus être dérangée. Diapo suivant, s'il vous plaît. Là, j'ai essayé juste de présenter les, la répartition, en fait, juridique de comment est conçu le droit des homosexuels en Afrique. On a en rouge, là où c'est illégal, comme au Cameroun. On a en orange, là où c'est partiellement illégal, et en vert, là où c'est non pénalisé. Il faut dire qu'au Cameroun, le thème, au Cameroun, l'homosexualité est le thème qui généralise la communauté qui est qualifié de crime de droit commun par la loi. À RDC, actuellement, un débat fait rage sur le point juridique. En effet, euh, On vous entend bien. oui, je sais pas, on peut d'abord laisser peut-être Isabelle. Je me dis après, euh, la connexion peut se stabiliser ou je continue. Je sais pas trop. On va peut-être faire un dernier essai de continuer, sinon Ok, on peut scinder la communication en deux. On fait intervenir Isabelle Santis et quand on voit que la connexion est bien stabilisée, vous reprenez comme vous préférez. d'accord. Ok, ok, j'y vais. D'accord. Donc, il a même indiqué qu'il voulait, le député a même indiqué qu'il voulait réintroduire l'esclavage en RDC pour punir les personnes LGBT. Il faut dire que jusqu'ici, aucune loi ne criminalise l'homosexualité en RDC, tout comme au Bénin. Mais dans le cas d'une étude de loi du Bénin, l'International Lesbian and Gay Association a révélé que le Bénin prévoit un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende à 100 000 toute personne qui commet un acte indécent ou un acte de contre nature avec une personne du même sexe dans l'article 88 du Code pénal. Concernant les enjeux, diapo suivant s'il vous plaît. Concernant les enjeux, c'est la mission des institutions patrimoniales de conserver la mémoire. Cependant, face à la volonté publique et politique d'invisibiliser cette catégorie de mémoire racontant l'histoire des communautés sexuelles en Afrique, des moyens alternatifs dits informels ont été proposés par ces communautés pour préserver les archives. Donc, les archives et objets qui se retrouvent chez des individus et les membres de la communauté qui ont pu citer l'exemple de Mère Alice comme avocate réputée pour la défense des personnes LGBT au Cameroun, des associations et des ONG qui les conservent comme tous les autres documents qu'ils produisent au cours de leurs activités, tout en faisant attention à leur accessibilité. Le climat étant très hostile, on peut facilement se retrouver avec des documents altérés ou disparus. On retrouvera certainement aussi ces documents au sein des institutions publiques, car il y a des documents comme des notes et des lettres, comme je l'ai montré plus haut, qui ont été produits dans le cadre des activités anti-LGBT. On retrouvera aussi des documents de procès dans les tribunaux, des enquêtes dans les commissariats, etc. Mais il faut signaler qu'il est quasi impossible d'y avoir accès dans les services publics parce qu'aborder même le sujet est un risque très élevé dans notre contexte. Ainsi, ces documents et objets qui se retrouvent dans les institutions publiques deviennent automatiquement des archives et objets empêchés et muselés. Leur inaccessibilité ne permet donc pas de déterminer dans quelles conditions ils sont conservés. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, la patrimonialisation de ces archives et objets est-elle prise en compte dans l'élaboration des politiques publiques et ou privées? Il est clair que non pour le moment. Cependant, on remarque une certaine résilience patrimoniale autour des archives de la communauté queer en Afrique. Il existe des acteurs, des collectionneurs, artistes qui prennent position et parlent de ce sujet à travers leur production comme l'art contemporain, la musique. Avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, on constate bien cette force de résilience à travers des membres de la communauté LGBT de nos différents terrains qui font de la création de contenu, de l'art et ont des milliers d'abonnés sur les différentes plateformes. On peut citer Annabella la Mexicaine, une granja exilée aujourd'hui aux États-Unis, Shakiro qui se reconnaît comme une activiste granja qui est aujourd'hui en exil en Belgique, comme un comédien également en Belgique, Virus Mutation, un artiste make-up qui compte plus de 30 millions d'abonnés sur TikTok.
Nous avons placé cette production dans ce que nous appelons le langage de résistance. À travers ce langage, les membres de la communauté essaient de contrecarrer les actions du gouvernement qui visent à les invisibiliser, ainsi que leurs archives, leurs objets, leurs créations et donc leur histoire. Ce langage est également un moyen de transmission de leur mémoire. L'idée d'une patrimonialisation des archives et objets de la communauté cuir en Afrique sous-entend l'acceptation officielle de l'existence et de l'inclusion de cette communauté au sein de la société. Les Africains sont-ils prêts à accepter cela? Nous émettons des réserves, car aujourd'hui encore plusieurs membres de cette communauté subissent des violences, même si certains ont également décidé de ne plus vivre dans l'ombre et dans la peur. Diapo suivant, s'il vous plaît. Comme perspective, au vu de l'exil de plusieurs membres connus appartenant à la communauté cuir en Afrique vers l'Europe, il est fort envisageable que l'on se retrouve sur la même ligne de conduite que certains membres des communautés cuir en Europe qui choisissent des structures hors de leurs États pour préserver leurs archives et objets. C'est le cas, par exemple, des homosexuels des gays polonais qui conservent leurs archives en Allemagne, en l'occurrence au musée gay de Berlin. S'oriente-t-on vers cette perspective, nous étudierons encore plus la question. Mais il est clair que si c'est le cas, comment sera racontée l'histoire de la lutte des communautés sexuelles en Afrique subsaharienne dans quelques années? En réalité, cela craint un gros. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maïva. Merci. On va passer à la présentation d'Isabelle Santis. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, le titre de mon intervention était un clin d'œil à un livre, Creuser l'utopie, l'après et l'ailleurs de l'avenir queer, de José Esteban Munoz, et surtout de l'introduction d'Elisabeth Lebovici, qui a introduit également cette journée. Je voulais particulièrement la remercier, elle n'est pas très loin de nous. Elle soutient et elle accompagne d'autres personnes pour une soutenance de thèse. Je voulais la remercier parce qu'effectivement, c'est comment permettre à des personnes de se rencontrer et de faire communauté. Donc je suis ravie, Anna, de faire communauté avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire de m'intéresser à un même sujet, bien sûr de points de vue différents, de savoir situer différents, mais en tout cas d'être ensemble. Et donc effectivement, Elisabeth nous a permis aussi l'année dernière de vivre un moment important entre activistes, art activistes, professionnels de l'archive, des musées, notamment lors de l'université d'été de la bibliothèque Kandinsky. Et je remercie les personnes que j'ai pu rencontrer qui sont présentes également et qui sont toujours des sources d'inspiration pour moi. Là, vous pouvez voir deux personnes militantes du réseau Big Data, un étant représentant de l'espace QG de Bordeaux, l'autre de Mémoire minoritaire et aujourd'hui étant aussi au sein du collectif Archives LGBTQIA+, Île-de-France. Et ils sont en train de jouer avec moi à un jeu, on aurait pu partager ce jeu aujourd'hui, où en fait l'idée c'est de partager ce désir, dont Elisabeth en fait nous parlait ce matin dans son introduction. Et je crois que je suis effectivement plutôt de la team collecting, plutôt de la team qui donne envie d'être ensemble. Et donc là, on est en train de regarder un document qui fait maintenant partie des collections du Centre Pompidou. Alors, moi, je voulais d'abord remercier cette communauté, notamment les élèves organisatrices, parce qu'effectivement, c'est un rêve que je ne m'aurais pas du tout imaginé il y a 30 ans, quand je faisais mon stage à l'Inventaire, quand j'étais en train de finir mon master d'histoire et de médiation culturelle. J'ai rêvé à beaucoup de choses, mais pas à ça. Donc merci de m'inviter à partager ce rêve. Je crois que c'est très important, parce que j'ai beaucoup parlé en fait d'impensé en tant que professionnelle lesbienne, qui, à l'aube de ses 50 ans, se pose plein de questions. Acheter une voiture rouge ou travailler avec vous? Bon voilà, je suis avec vous et c'est quand même beaucoup plus intéressant pour la planète et pour nous. Effectivement, c'est aussi en fait partager des impensés parce que vous allez rencontrer des professionnels, des publics qui sont issus de différentes communautés, de différentes cultures, mais aussi de différentes générations. Et je me rends compte à quel point en fait, je vous remercie de partager cette journée qui est un véritable antidote, comme l'a proposé ce matin Elisabeth Lebovici. Donc merci à vous. Alors d'autres collègues m'ont proposé des antidotes, et notamment l'année dernière, une collègue des Archives nationales du monde du travail qui a contacté notre collectif QR Code.
Alors, comme le disait Doris ce matin, effectivement, je suis assise et j'essaie de me mettre de façon un peu inconfortable pour vraiment vivre à quel point être professionnelle de la culture, du patrimoine, être lesbienne, être activiste, comment tout ça vivre ensemble. Je pense qu'on va y arriver. Alors, je m'étais dit peut-être faire un système de je vous montre ma phase A, ma phase B, mais non, en fait, je vais essayer d'être peut-être pas tout à vous, mais presque. Et donc cette collègue en fait a contacté QR Code pour nous demander en fait de coopérer avec cette structure. Et vraiment, ça a été un moment choc. Parce qu'en fait, cette structure qui a fêté ses 30 ans l'année dernière, eh bien, j'y ai été en tant qu'étudiante. Et je me rends compte à quel point, d'un point de vue réflexif, à l'époque, en tant que élève, étudiante en histoire, eh bien, je scindais ma pratique militante lesbienne et ma pratique, en fait, de futur professionnel. Et effectivement, je n'ai jamais imaginé revenir aux archives du monde du travail pour raconter et partager l'histoire et des récits lesbiens. Alors, heureusement, cette collègue me donne espoir en notre communauté professionnelle, espoir de montrer que des collègues ont conscience de leurs biais, de leur impensé comme moi, mais aussi ont conscience de leurs récits hétérocentrés, hétéronormatifs qu'elles produisent via leur exposition, via leur pratique. Et donc, vraiment, je tiens à remercier ces collègues de cette invitation. On a pu donc présenter des archives et un parcours d'un couple de lesbiennes résistantes à Paris. Et ça nous amène aussi à partager une histoire de cheminement, et c'est un petit peu ce que je vais faire pendant ce moment ensemble, comment effectivement des professionnels, un historien de l'histoire sociale, contactent un groupe de lesbiennes pour se questionner sur ces sources. Est-ce que ces femmes que vous voyez à l'écran sont des lesbiennes? Alors au départ, il n'a que les deux portraits, on va dire, de photos, et puis en questionnant, en échangeant avec nous, il va réussir à trouver ces autres photos, et notamment qui nous confirment que c'est un couple de femmes qui ont eu la chance d'être rescapées du camp de concentration et de pouvoir vivre une vie d'amour et d'engagement social. Donc, comme quoi, il y a plein d'antidotes. Et puis, dans ces impensés que je pouvais avoir, moi, qui étais donc spécialiste de l'histoire ouvrière et du patrimoine industriel, j'avais fait tout un travail d'inventaire sur les bourses du travail. J'avais comparé les cultures ouvrières d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique, de France. Je ne connaissais pas cette histoire que nous a révélée le film Pride. J'espère que vous l'avez vu. C'est vraiment important pour dater ensemble, vraiment. Si vous n'avez pas vu, ça sera notre prochain rendez-vous. On va regarder ensemble Pride et ça va vraiment, vraiment être un bon moment, je vous assure. Alors, un moment extraordinaire, mais aussi un moment un petit peu glaçant. Je suis donc un petit peu plus âgée. Je me rends compte à quel point nous ne connaissons pas notre histoire, nous en tant que personnes LGBTQI, mais aussi en tant que professionnels. Et donc, en fait, ce film, comme tous ces films qui nous donnent accès à notre histoire, mais ça nous donne envie d'aller à la source. Et donc, j'ai pu aller découvrir le People's History Museum de Manchester en 2017. Et je vous conseille également le voyage, ou alors d'aller sur leur site internet. C'est tout aussi précieux. Et de voir accès à ces archives de ce groupe de gays et de lesbiennes qui, en 84, se mobilisent, font front avec les mineurs, qui font face à une politique qui peut malheureusement avoir des relents dans ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, effectivement, connaître cette histoire, quand on est une jeune professionnelle, comment ça se passe? Eh bien, moi, j'étais en tout cas très scindée. Et puis, heureusement, des espaces secrets, comme aujourd'hui. Ces espaces, notamment, moi, je vais les trouver en Angleterre, mais aussi aux Pays-Bas. Et je vais aller, avec ma compagne, à Amsterdam, en 2012, rencontrer d'autres professionnels LGBT. Cette dimension du pair à pair est vraiment très précieuse. Et moi, ça ouvre des possibles. Ça ouvre la possibilité d'être séparée, si je puis dire, entre qui je suis, ce que je fais, toutes mes connaissances ou mes savoirs situés et professionnels. Et puis, ça va être aussi l'occasion d'être soutenue par ses collègues, et d'aller prendre la parole en 2016 à Londres, dans un moment quand même très important. On est dans cette période du Brexit, et on voit aussi la mobilisation en fait de ces collègues professionnels, de ces collègues militants, à comment être solidaire, comment faire du commun. Et puis c'est là que je vais rencontrer notamment Renaud Chantraine, et là je suis ravie aussi de voir cette génération de collègues et de chercheuses qui viennent d'autres générations et qui viennent aussi découvrir et pratiquer ces terrains. Et puis bien sûr, on l'a évoqué ce matin,
matin, je vais aller dans d'autres espaces plus militants, notamment aux archives culture lesbienne en 2016, leur très très beau colloque sur les archives lesbiennes, et puis participer à toute la vie de différents réseaux comme Big Data. Mais je me rends compte, en vous parlant aujourd'hui, en écoutant les collègues, tout à l'heure Morgane, Renaud et les collègues du collectif, à quel point aussi, encore aujourd'hui, eh bien, quand je vais dans ces espaces, j'y suis plutôt en tant que militante. Et que, effectivement, je n'ai pas toujours le réflexe, l'envie, je ne sais comment le dire, de me connecter en fait aussi à ma dimension, on va dire, professionnelle. Et puis, je voulais aussi remercier ces collègues britanniques qui ont vraiment été des précieux soutiens, des précieux alliés, ouvrir des possibles, et notamment, puisque je suis une personne à motricité réduite, et je te remercie Anna, parce qu'effectivement en ce moment c'est un petit peu complexe ma santé pour moi, et tu as vraiment fait preuve d'une grande attention. Et je pense que ça, c'est aussi important, vous, futurs professionnels, de prendre attention à vos collègues, mais aussi à vos publics qui sont dans des situations de handicap. Et bien, les collègues, nos collègues anglais, l'ont fait en créant un MOOC. Et donc moi, en 2016, j'étais longtemps à l'hôpital et j'ai pu en fait continuer d'être en dialogue avec une communauté professionnelle. Eh bien, c'est très très précieux comme cette journée aujourd'hui. Pouvoir être en contact et en dialogue professionnel alors que l'on se retrouve dans une situation d'être diminué, eh bien, ça nous permet de retrouver des forces. Et notamment, je vous conseille, alors j'espère qu'il est encore en ligne, je n'ai pas eu le temps de vérifier cette nuit, parce qu'un peu comme Dorine, je continue jusqu'au bout de la nuit mes présentations. En tout cas, ce MOOC, c'est une alliance donc entre une université et nos collègues des musées de Liverpool. Et vraiment, moi, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis, ça m'a tellement inspiré, et c'est ce que me font souvent les archives LGBTQI, c'est qu'en fait, ça restaure ma pulsion de vie. C'est une dimension de soin, on l'a beaucoup évoqué ce matin. Vraiment, cette dimension d'attention de soins fait que, en 2018, je suis allée à Liverpool voir ces musées, rencontrer ces collègues et participer à des rencontres locales concernant les collections LGBTQI. Ces collègues, en fait, vraiment, eh bien, c'est des sources de liens et vraiment, je vous conseille et je vous souhaite de travailler en réseau. Je sais que vous revenez de plusieurs mois. Vous étiez partis un peu partout à travers le monde. J'ai hâte de découvrir tout ce que vous avez pu vivre. Mais en tout cas, je vous conseille Liverpool et Manchester, mais ça, c'est mon côté histoire ouvrière. Mais bon, tous les plaisirs sont dans la nature, comme vous le savez. Si je reviens aussi donc sur ces pratiques, et donc il y a ces inspirations professionnelles, il y a ces pratiques collectives associatives qui émergent donc dans la fin des années 2000-2010. Et puis comment effectivement aller vers, comment en fait avec nos communautés aller vers l'institution publique. Et là je me rends compte qu'en fait c'est totalement un impensé de part et d'autre. Moi, mes amis, les collègues des institutions. Et là vous voyez deux photos où en fait nous sommes à Nantes en 2019. Et en fait, on a co-construit avec les militantes queer de Nantes une journée. Le matin, aller à la bibliothèque de Nantes voir des collections de Claude Cahn et Marcel Moore qui sont conservées à la bibliothèque. Et puis l'après-midi, avoir une séance de travail d'éducation populaire au sein donc, du centre LGBT de Nossing. Et là, il y aurait déjà beaucoup à dire sur ces deux photos. Presque deux ambiances, deux salles, deux ambiances, comme on dit, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'en fait, là, je me retrouve en fait face à des collègues bibliothécaires, moi je suis bibliothécaire à l'époque, et qui en fait ont beaucoup de mal à s'imaginer accueillir un groupe de 20 lesbiennes, 20 personnes queer. Et déjà là, moi je tombe un peu des nues, je comprends pas trop ce qui se passe. Alors je pense que cette collègue, je vais pas penser à sa place, mais en tout cas, quand elle nous a rencontrés, donc d'été avec des lesbiennes, parce qu'après vous avez envie de continuer d'être avec elle, hein, donc elle ne nous l'a plus lâché. En fait, voilà, faut le savoir. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les habitantes de Nantes, queer, n'avaient pas du tout imaginé qu'il pouvait y avoir des archives et un patrimoine queer et lesbien dans cet espace public. Et donc, en fait, c'est toute cette rencontre, en fait, qui se passe très très bien, mais qui a eu du mal à se mettre en place. Et puis aussi, eh bien, comme on peut être un petit peu pirate aussi parfois, on fait des cartes open source, et là, eh bien, on est étonné qu'une conservatrice des archives de Jersey eh bien, nous donne les droits de présenter des archives conservées sur l'île de Jersey, alors que pouvoir présenter ces numérisations de tracts de Claude Cahn et Marcel Moore, ben, ça a un coût énorme. Donc en fait, parfois,
on peut être étonné des solidarités et en même temps de pouvoir les vivre. Et puis, comme toute histoire lesbienne, parfois il y a des dramas, mais pas toujours. Et donc, Nantes nous réinvite. Et là, c'est pas nous réinvite en fait, c'est que là, on avait poussé leurs portes, et là, les collègues nous invitent. Ces fameuses journées du matrimoine et du patrimoine qui sont en fait des espaces vraiment de date, très très importants. Alors j'aimerais qu'il y en ait d'autres, mais bon, on prend ce qu'il y a, donc on prend cette programmation des journées du matrimoine et du patrimoine. Et là, c'est un moment précieux de pouvoir présenter donc ces documents de Claude Kahn et Marcel Moore à double voix, la collègue en charge du service patrimoine et des militantes lesbiennes de Queer Code. Et tout ça amène aussi à avoir des pratiques pas toujours acceptables dans ce type de lieu, puisqu'on a sorti la colle, la fameuse colle qu'on a parlé ce matin. Mais là, c'est à bon escient, puisque là, on a proposé en fait aux participants de pouvoir créer, échanger. Et vous avez bien compris que le QR qui est sur cette œuvre vous emmène sur notre cartographie numérique et donc vers plein d'autres archives conservées dans différents lieux. Alors pour aller vite aussi, moi j'avais juste envie de vous faire aussi un retour. Et donc oui, juste pour finir Nantes, c'est que Nantes, on voudrait y retourner en 2025. Alors si vous connaissez des gens, on est vraiment preneux. Je sais que dans la salle, il y a des personnes qui font une magnifique exposition à Nantes. En ce moment, vraiment, je vous y conseille, sur les archives et le queer. Là aussi, c'est comment dans les agendas en fait, des institutions, on peut revenir régulièrement. Et donc ça, je pense qu'il faut vous attendre, chers élèves, à ce qu'on ait envie vraiment de vous dater plusieurs fois, en fait. Même quand vous dites, j'ai déjà traité de la thématique LGBTQI, on va revenir. On va revenir. Donc, prévenez les collègues de Nantes, nous revenons. Donc, juste un petit focus. Vous avez vu, en fait, moi, je chemine, j'essaye de trouver du souffle, j'essaye de dialoguer avec tes collègues professionnels. J'en trouve à l'étranger, je commence à en trouver en France. Et puis, ma militance m'amène, en fait, à rencontrer une très grande activiste et artiste, Catherine Gaillard, en tant que programmatrice de contes et de spectacles vivants, je la rencontre. Et en fait, avec des militantes lesbiennes, on va la programmer. Et en fait, elle va nous inviter. Et là aussi, dans les impensés, quand vous rencontrez une personne extraordinaire qui a fait de l'histoire orale lesbienne, vous ne pensez pas que 13 ans après, vous allez la programmer dans un lieu qui est sa ville, et qu'en plus, vous allez le faire avec des lesbiennes. Donc vraiment, chassons tous ces impensés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, je rencontre Catherine Gaillard, nous rencontrons Catherine Gaillard, et en fait, on se retrouve que la ville de Genève, en fait, en termes d'institution, va être inspirée des pratiques britanniques. Donc, nos collègues britanniques, en fait, ont mis en place un certain nombre, notamment le mois de l'histoire LGBTQI. Et en fait, nos collègues de Genève vont faire la même chose via le service égalité-diversité de la ville. Donc, ce service va mettre en place des moyens et va aussi essayer de permettre des rencontres. Mais ce n'est pas ce service égalité qui m'a fait me tenir auprès des guerrières de l'amour que vous voyez ici pendant la Pride. Non, c'est effectivement mon rapport, mon lien avec cette communauté. Et je n'aurais jamais pensé non plus, et je vous conseille que vraiment un bouclier de guerrières de l'amour pour mobiliser des gens quand vous avez une visite organisée dans un musée, ça fonctionne très très bien. Anna, je pourrais vous le prêter. C'est qu'en fait, c'est comment il faut quand même du temps pour cheminer vers nous, vers vous. Comment, en fait, qu'une professionnelle de musée nous dise que vraiment l'une de ses œuvres préférées, c'est ces figurines d'Amazon. Je ne la outerai pas. La voici, Isabelle, la responsable des publics du Musée d'art et d'histoire de Genève. Et comment, effectivement, on va pouvoir prendre la parole à deux, partager ses savoirs situés, pouvoir aussi être visible et donner envie. Et vous nous voyez là dans ce moment où l'année dernière, donc on a queerisé pendant le mois d'octobre de la ville de Genève de l'histoire LGBTQI ce musée. Alors queeriser est un grand mot. En tout cas, on a cheminé avec cette équipe. Mais pour cheminer avec cette équipe de professionnels, il faut que les communautés cheminent, qu'elles puissent décider. Quand je parlais de consentement éclairé tout à l'heure, c'est qu'elles puissent cheminer. Renaud l'a évoqué, les différents intervenants des différentes communautés ce matin l'ont évoqué. Cheminer, apprendre, être au contact de ses propres archives pour les choisir. Et donc, effectivement, de 2019, vous voyez une photo d'atelier au bouclier où vous voyez les documents qui sont conservés à l'Estime, l'association lesbienne de Genève, et donc qui vont être présentés pendant ces visites à deux voix. Eh bien, il faut du temps. Et ce temps, en fait, il est précieux. Il est précieux pour qu'en fait, nos communautés puissent explorer, expérimenter, qu'elles puissent aller vers leurs aînés, puissent aussi apprendre,
et pour ensuite, pour pouvoir diffuser, en fait, choisir quelles archives diffuser et comment les diffuser. Là, vous nous voyez, en fait, on a créé un boudoir des luttes lesbiennes dans le musée d'art et d'histoire de Genève. Et en fait, on a fait le choix de dupliquer des archives. Donc là, vous voyez l'original. Et en fait, on l'a dupliqué. Et les publics sont partis, en fait, avec toutes ces affiches qui n'étaient bien sûr pas des originales, mais tout comme si. Alors pour dater des professionnels ou des militantes, c'est assez facile. Vous mettez Lesbien Magazine et là, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est un magazine lesbien. Et ça veut dire qu'en fait, chers élèves, vous allez venir bien voir en fait nos collections. Vous allez prendre ce temps de vous déplacer jusqu'à nous et ensuite nous irons vous voir. Et donc là, en fait, on voit une militante lesbienne, Carolina, qui est en train de lire en fait des petites annonces de lesbiens. Mais tout ça, en fait, ça a été en fait un projet commun avec nos collègues des publics du musée d'art et d'histoire qui en fait ont dit ben voilà, il y a cette offre, qu'est-ce que vous en pensez? Pour pouvoir établir ce dialogue, eh bien, il faut du temps, mais aussi des moyens, mais il faut aussi avoir beaucoup d'envie. Et puis aussi, on peut être étonné, et c'est aussi avoir accès, et c'est le rôle, je pense, de nos institutions publiques, de mutualiser des moyens publics. Et notamment, là, vous nous voyez en train d'expérimenter un écran tactile pour présenter notre cartographie numérique. Et là, vraiment, je pense, pour moi, c'est un rôle important. Et puis, bien sûr, se jouer en fait à votre rôle. Jouer en fait à être conservateur des musées, se jouer aussi de vos codes, c'est quand même très précieux. Et le faire ensemble, ça prend tout de suite une autre dimension. C'est aussi pour nous des expérimentations. Là, par exemple, on a testé une façon de présenter nos archives. On n'a pas été très satisfaite. On va faire beaucoup mieux en octobre, donc venez à Genève. Et puis, c'est aussi donner des moyens à des personnes de nos communautés qui sont minoritaires au sein de cette société, et notamment à des artistes de pouvoir aussi créer, donner d'autres récits. Là, il y a Clem qui est en train de nous dire que ces armures, en fait, servaient à plein d'autres choses que ce que nous, on nous fait croire que. Bref. Et puis, vous allez, j'espère, avoir la chance d'avoir des collègues qui, comme moi, font du dragging, comme Claire Mead, qui faisait partie du collectif d'archives LGBTQI. Alors, vraiment, prenez soin de nous, prenez soin de vous, et je vous assure que vraiment, ce qui va se passer dans les collections va être extraordinaire. Et puis vraiment, ce que moi j'ai essayé de faire, et ce que j'ai envie de continuer de faire avec vous, c'est de se mettre en lien. Et là, ce sont nos collègues du musée du Mas à Anvers, qui ont collecté en fait des archives d'un bar gay, un des plus anciens bars gays d'Anvers. Et donc, c'est comment, en fait, l'année dernière, en préparant cette queerisation du musée d'art et d'histoire de Genève, en fait, on est allé voir, alors malheureusement, on n'a pas fait la Pride ensemble, ça c'est regrettable. Donc vraiment, faites les Pride ensemble, ça c'est un conseil aussi. Mais en tout cas, on a amené un dialogue entre professionnels. Bon, il y aurait plein de choses à dire, mais on se reverra, j'espère, bientôt. Là, c'est pour vous montrer que aussi, ces pratiques se font un peu partout. Et que là, c'est un projet, on n'aurait jamais cru, c'était à Bordeaux. On a fait une visite à 2 voix avec un collègue du Centre Jean Moulin. Et là aussi, ça demande en fait aussi de se rencontrer, de se choyer. Et puis là, vous avez 30 secondes pour chercher où est le conservateur directeur du musée d'Aquitaine. Ça pourrait être la personne avec les très jolies couleurs du drapeau trans, peut-être un jour. En tout cas, permettre à de jeunes générations queer, trans, non-binaires de pouvoir s'exprimer, de présenter leur patrimoine, j'en suis fière. Et j'espère que vous serez fiers de tous les projets que vous allez mener avec ces publics. Et j'espère vous voir, puisqu'il y a Régis dans la salle, au musée départemental de Toulouse en juin, où on va justement questionner. Là, vous voyez en fait un cœur offert à une femme rescapée du camp de concentration qui est conservé au musée d'art de la résistance de Toulouse. Et là, vous voyez donc ce fameux kilt créé par des jeunes trans aujourd'hui. Vous voyez comme quoi ces objets patrimoniaux ont à dialoguer, et j'espère que vous le ferez avec plaisir. Alors vraiment, je vous souhaite d'être une magnifique team comme nous l'avons été au musée d'Aquitaine, d'avoir beaucoup de plaisir à coopérer, et puis vraiment, ce mot d'ordre, voilà. Soyez vraiment réalistes. Merci beaucoup Maïva, merci beaucoup Isabelle. Alors j'ai beaucoup aimé ton intervention Isabelle, parce que ça nous montrait que
il faut du temps pour mener ces projets-là. C'est quelque chose pour tisser la relation et que ce soit vraiment quelque chose de pertinent et pour tout le monde. Je trouvais que c'était particulièrement intéressant. Je vais d'abord laisser la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, j'en aurais peut-être une. Ah. Non, c'est pas une question, mais plutôt voilà, un témoignage ou une intervention. Moi, je m'appelle Daniel Abidjo et je suis élève conservateur, spécialité musée dans la promo Madeleine-Ous, la promo qui organise la journée d'études. Je voulais revenir sur ce que l'intervenante précédente avait dit par rapport au Bénin, qui avait, je pense, une proposition de loi visant l'emprisonnement des homos. Moi, je ne suis pas du tout au courant de ça. J'ai demandé à Gidas, qui est également un compatriote, il m'a dit qu'il n'est pas du tout au courant. Ce que je sais par contre, c'est que ces derniers temps, le gouvernement a introduit dans les manuels scolaires, notamment au niveau du cours primaire, la question de l'homosexualité. C'est vrai qu'il y a eu des polémiques, mais quand même, c'est un fait qui vient quand même en contradiction à ce qu'elle a dit. La deuxième chose, c'est qu'au Bénin aussi, les homos ne sont pas du tout inquiétés. Parce que moi, je connais par exemple quelqu'un qui s'appelle Debase Henri et qui a fait une transition. Et aujourd'hui, elle a changé même de nom, elle s'appelle Henriette. Et elle vient même de sortir un clip qui est diffusé à la télé où elle aborde le drapeau national et tout ça. Donc, c'est pour dire simplement qu'il n'y a pas de chasse aux homos au Bénin. Donc, voilà. Mais ce qui est intéressant dans le cas du Bénin, sur le plan historique, la question est étudiée. Et les historiens ont montré, par exemple, qu'il y a des pratiques qui sont assimilables à la question de l'homosexualité. Je vous donne 3 exemples très rapidement. Le premier exemple que je vous donne, c'est le statut des Ahossi. Ahossi, littéralement, en français, ça veut dire épouse du roi. Les épouses du roi, ce n'est pas des femmes, c'est des hommes. Et ceux qui accèdent à ce statut, c'est des gens qui ont atteint un certain niveau d'expertise dans leur métier. C'est eux qui accèdent à ce statut de Ahossi. Par exemple, il y a les familles Yemadje, qui sont les teinturiers royaux, qui sont experts dans l'art de la teinture appliquée, et donc qui ont pu accéder à ce statut de Ahossi. Et donc, c'est des gens, en dehors des épouses royales, ont accès à l'intimité du roi. Donc, c'est les seules personnes qui peuvent avoir accès à l'intimité du roi en dehors des épouses royales. Donc, il y a ça. Il y a aussi un sujet qui a été très étudié également par les historiens, la question le phénomène de l'élongation du clitoris. Et les historiens ont montré, par exemple, qu'il y avait ce phénomène d'élongation du clitoris et que pendant cette pratique, au fait, il y avait des scènes qui sont très assimilables au lesbianisme. Le troisième exemple que je veux donner, qui est à la fois très intéressant sur le plan de l'homosexualité, mais également sur la question du féminisme, c'est le phénomène du prêt de phallus. Le prêt de phallus, c'est quoi? C'est très simple. Pendant la période précoloniale, notamment dans le royaume des Dahomey, les princesses avaient exactement les mêmes droits que les princes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que autant le prince pouvait pratiquer la polygamie, la princesse avait également le même droit. Elle pouvait pratiquer la polyandrie, avoir autant d'époux et d'épouses qu'elle veut. Et c'est là que c'est plus intéressant, parce que les princesses avaient le droit également de prendre des épouses, c'est-à-dire que d'épouser des femmes. Et lorsqu'elles épousent des femmes, qu'est-ce qu'elles font? Si elles ont envie d'avoir un enfant avec cette femme, elles demandent à un homme de coucher avec cette femme. C'est-à-dire qu'elles prêtent le phallus de l'homme qui enceinte son épouse à elle. Et donc l'enfant qui naît de cette intimité, au fait, n'est pas l'enfant de l'homme, mais plutôt l'enfant de la princesse de l'époux, au fait. Donc, elle a prêté le phallus de l'homme pour pouvoir enceinter son épouse. Et donc, l'enfant qui naît ne porte pas le nom de famille de l'homme, mais plutôt le nom de famille de la princesse. Et donc, les femmes avaient ce droit de transmettre également leur nom de famille à travers ça.
Et donc, cette pratique également pouvait quand même entrer dans le cas de ce qu'on dit. Donc, la question est très étudiée sur le plan socio-anthropologique, mais également historique. Et il y a des ouvrages qui ont été publiés sur le sujet qui montrent quand même qu'il y a des pratiques très assimilables au sujet. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, au Bénin, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le sujet, mais il n'y a pas du tout de... La question n'a pas encore été posée sur le plan politique, comparativement au cas du Ghana, par exemple, où il y a eu un débat au niveau de l'Assemblée nationale, je pense. Et au Bénin, je pense qu'on n'en est pas encore là. Mais, tout comme à Paris, où il y a, par exemple, des quartiers LGBT, à Cotonou, il y a également des quartiers LGBT où les gens ne sont pas du tout inquiétés. Voilà, merci. Je peux réagir à ça? Oui, bien sûr. À l'intervention de... Oh oui, Daniel. Ouais. Déjà, tu m'as peut-être avec la connexion qui dérangeait. En fait, la proposition de loi dont je parlais concernait la RDC, la République démocratique du Congo. En ce qui concerne le Bénin, j'ai précisé qu'en fait, il n'y a aucune loi qui criminalise les LGBT jusqu'ici. Cependant, il y a un article du Code pénal qui, comme je l'ai dit, pénalise en fait tous ceux qui ont des pratiques contre nature. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le texte. C'est la loi. Maintenant, vous avez pris l'exemple d'une personne. Maintenant, on se demande si on prend juste l'exemple d'une personne. Quand on prend le rapport MIWA, qui est un projet actuellement en Afrique de l'Ouest sur les personnes LGBTQI+, porté par l'association Égide au Canada, il est dans le dernier rapport qu'ils ont publié, on voit bien qu'au Bénin, il y a 20% de personnes qui disent qu'ils ne sont pas du tout acceptées par la société. On a 63% qui disent qu'ils sont un peu acceptés et 16,7% qui disent qu'ils sont complètement acceptés par la société. Et comme je l'ai dit dans mon propos, je me suis appesantie beaucoup plus sur le Cameroun. Donc, je n'ai pas dit en aucun moment qu'il y a un projet de loi au Bénin concernant la lutte anti-LGBT, non. J'ai dit c'est en RDC. Le cas du Bénin, je ne l'ai pas encore totalement étudié, j'ai commencé. Et bref, je vais m'arrêter là, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, bonjour. Hélène Priego, je suis élève conservatrice dans la promo Champollion, en 30 cette année. J'avais une petite question par rapport à votre travail, au travail de votre groupe avec les archives du monde du travail. J'aurais souhaité savoir en quoi ça a constitué. Est-ce que c'était une relecture systématique des textes, une rédaction par rapport à cette expo ? En fait, les collègues des archives nationales du travail, en fait, avaient surtout envie en fait de vérifier avec nous en fait le travail qu'on avait fait avec Laurent Thévenet concernant les sources de cette histoire, de ce couple de résistantes lesbiennes. Donc en fait, nous, on les a mis en lien en fait avec les références des sources, et notamment en Allemagne. Puis ensuite, on a été invités en fait à relire notamment le chapitre de l'exposition. Alors c'est vrai que c'est un tout début aussi de coopération. Nous, on aurait aimé notamment dans le cadre de la médiation, peut-être d'une rencontre. Bon, les choses se sont pas faites, mais j'espère que effectivement un travail aussi, continuer ce travail de coopération, parce qu'effectivement, là, on voit bien que c'est des pratiques qui tiennent aussi à quelques personnes qui ne sont pas forcément non plus inscrites dans le projet d'établissement, et donc je pense que c'est vraiment à poursuivre. Mais les collègues nous ont tenus au courant en fait aussi de la suite de cette exposition, nous ont montré aussi leurs documents de médiation, et c'était assez inspirant. Et puis Laurent Thévenet, l'historien, a aussi pu relire les travaux notamment des collègues. Mais c'est vrai que c'est un début, mais je pense que comme on le disait avec Anna, c'est
ce début, mais là, en fait, il a poursuivre, mais les poursuivre aussi en donnant des moyens. Et là, des moyens aussi de pouvoir se déplacer, de pouvoir avoir aussi du temps, et puis aussi de peut-être de réouvrir des agendas. Moi, je suis ravie qu'on puisse venir dans des musées en mars, pour le 8 mars, de pouvoir venir dans les musées quand c'est les journées contre l'LGBT-phobie. C'est très précieux, mais je pense qu'on a besoin de pouvoir coopérer, de continuer d'apprendre tout au long, en fait, des processus de vos réalisations. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour pouvoir laisser un peu de temps à la table ronde suivante. Je vous remercie.